Bonsoir à tous. Je me réjouis vraiment d'être là avec vous tous et puis aussi avec cette magnifique brochette. Voilà, je vais prendre la parole quelques minutes avant de donner la parole à tous ces intervenants, des intervenants qui sont riches d'expérience et de compétences et qui vont nous parler d'un sujet qui est vraiment important, le sujet de la maladie psychique. Vous savez qu'à l'ECH, on a une équipe écoute et conseil qui entend les familles ou les personnes concernées par la maladie ou le handicap dans toute la France, et voilà, quel que soit le handicap, quel que soit l'âge. Et vous savez qu'un appel sur deux concerne la maladie psychique. Donc à l'OCH, vraiment, on est très sensible à cette question de la maladie psychique. Et donc ce soir, le défi pour tous nos intervenants, c'est d'en parler, de déstigmatiser la maladie, puis de comprendre peut-être un peu ce qui peut se passer quand les premiers symptômes arrivent. Vous savez aussi que l'OCH publie une revue, la revue Ombres et Lumières, et vous trouverez sur vos chaises une proposition d'abonnement. Alors, ce n'est pas simplement pour faire de la pub, c'est parce qu'on est sûr que ça peut vous permettre d'avoir des informations. C'est vraiment une revue dans laquelle vous avez à la fois une réflexion à chaque fois sur la maladie psychique, et puis parfois, il y a un dossier entier sur ce thème, et c'est le cas effectivement du dernier numéro, voilà, qui est sur l'irruption de la maladie psychique. Mais on en a eu d'autres, et notamment sur la question des aidants familiaux qui sont aussi très confrontés à ces soucis, à l'épreuve de la maladie. Et puis peut-être que vous le savez, ou pas, mais Ombres et Lumières a reçu jeudi dernier le prix du meilleur édito, bravo Marilyn, lors de la soirée des victoires des médias d'information professionnelle. Donc c'est pour vous dire la qualité de la revue. Certains d'entre vous, vous êtes habitués à nos conférences soirées, peut-être que d'autres ne le sont pas. Elle va se passer en 3 temps. On va d'abord avoir un temps où les intervenants vont prendre la parole, un temps de réflexion. Et puis c'est Marilyn qui vous présentera chacun des intervenants. Après, on aura un temps de questions-réponses entre vous et eux. Et d'ailleurs, à cet effet, vous avez sur vos chaises aussi un petit papier pour dès maintenant, peut-être écrire, enfin dès maintenant, en tout cas pendant la conférence, écrire les questions que vous vous posez. Et Marilyn les récoltera pour ensuite avoir ce dialogue entre vous et cette table ronde. Et puis, en troisième moment, ce sera un temps convivial qui ne se passera pas ici, mais dans la salle qui est en face. Il y aura juste la cour à traverser. Donc ne partez pas tout de suite. Il y a un buffet qui a été, préparé, ainsi qu'un verre. Et puis vous pourrez retrouver à la fois les journalistes d'Ombres et Lumières, à la fois l'équipe écoute et conseil qui est avec une écharpe orange, à la fois Ombres et Lumières. Et puis il y a certains livres aussi des intervenants qui pourront vous dédicacer leurs livres. Et puis aussi des associations amies comme Relais Lumière Espérance qui soutient les familles concernées par la maladie psychique. Alors, en tout cas, nous, vous savez, la lumière d'une rencontre, c'est notre signature. On aime la rencontre, donc ne partez pas tout de suite et venez nous rencontrer. Donc vous voyez, à la fois une organisation bien maîtrisée, mais aussi on avait envie de mettre de la nouveauté ce soir. Donc on s'est dit qu'on allait faire cette conférence en partenariat, et on fait cette conférence en partenariat avec l'ICP, l'Institut catholique de Paris, et plus particulièrement avec l'école de santé de l'ICP. Et nous avons avec nous Blandine Imbert, qui est sa directrice, à qui je donnerai la parole tout à l'heure. Voilà. Et puis on a souhaité aussi que ce soit Ombres et Lumières, puisqu'ils ont travaillé pendant des semaines et des semaines sur cette question de l'irruption de la maladie. On s'est dit, on va leur donner la parole. C'est elles qui vont présenter, à la fois animer, et qui ont préparé la conférence et qui vont Marine va poser les questions à ses invités. Donc c'est vraiment eux qui vont animer cette soirée avec sa rédactrice en chef, Marilyn. Donc merci Marilyn d'être là, merci à tous d'être là. Et puis je donne la parole à Blandine qui va introduire cette soirée. Merci Blandine. Merci beaucoup Florence. Merci beaucoup à tous, bonsoir. Soyez les bienvenus à l'Institut catholique de Paris. Nous nous réjouissons de vous accueillir et de votre présence ici. Parler de la santé mentale est un pari, est un défi et reste difficile. Pourtant, en France, on estime quand même que 15% des 10-20 ans ont besoin de suivi ou de soins. 7,5% des Français âgés de 15 à 85 ans ont souffert de dépression au cours des 12 derniers mois. Nous avons 9 300 suicides et 200 000 tentatives de suicide par an, soit 24 décès par jour. Et la psychiatrie représente 2,4 millions de personnes qui sont prises en charge, en soins, en accompagnement par des établissements de santé. Aussi, si l'école de santé s'associe avec beaucoup de joie avec l'OCH pour parler de cette question, si l'ICP ici
se réjouit de pouvoir travailler la question de la santé mentale, d'écouter des témoignages, d'écouter des professionnels qui l'accompagnent, c'est bien parce que la question de la santé mentale n'est pas neutre. À la fois parce qu'elle touche l'ensemble de la société, à la fois parce qu'elle touche aussi nos étudiants. Et donc enseignants, personnel administratif, délégation à la vie du campus qui a aussi beaucoup travaillé et porté avec nous pour cet événement, et je les en remercie beaucoup. Nous en sommes témoins, parfois impuissants et souvent démunis. Penser la question du soin psychique, accueillir la fragilité humaine jusqu'aux confins de notre esprit, ça engage tout à la fois la question du soin, de la relation à l'autre, de la relation à soi. Du soi parce qu'il nous faut reconnaître que nous sommes tous traversés par une grande vulnérabilité et que celle-ci peut nous amener à sombrer. Sombrer parce que le monde lui-même devient sombre. Il devient froid, il devient étranger, il devient hostile. Et lorsque la maladie surgit, tout ce qui nous était familier ne le devient plus. Comment alors retrouver cette hospitalité du monde, cette hospitalité du soi à soi, cette hospitalité de l'autre et retisser les fils? Transformation radicale du rapport à soi, aux autres, au monde, qui est remis en question, qui est retravaillé. Il est nécessaire alors à la fois pour la philosophie, à la fois pour les soignants, à la fois pour les accompagnants, de travailler avec ces patients pour penser le soin avec les idées, mais aussi pour penser ceux qui reçoivent le soin, c'est-à-dire pour pouvoir les toucher et les rejoindre. Il est donc temps de céder la parole à ceux qui aujourd'hui ont le courage d'ouvrir la bouche, qu'ils en soient remerciés. Merci beaucoup à la présidente de l'ECH, Florence. Merci à tous les participants de cette table ronde. Merci de venir nous éveiller et nous apprendre et d'avoir ce courage d'aborder cette question éminemment difficile de la souffrance psychique. Bravo à vous. Bonsoir à tous. Je suis Marilyn Chaumont, rédactrice en chef de la revue Ombre et Lumière. Et si nous avons souhaité consacrer notre dernier numéro à l'irruption de la maladie psychique, c'est parce qu'on mesure à quel point c'est encore un sujet tabou, difficile, et on a de la peine à entendre à la fois la prévention, la sensibilisation, et beaucoup de gens restent dans l'ignorance malheureusement. Donc on est très heureux de pouvoir aujourd'hui lancer cette première table ronde Ombre et Lumière. Voilà, et parce que pour nous, journalistes qui voulons être vraiment au plus près du réel sans le déformer, nous avions à cœur de prolonger ce dossier d'une manière vivante en donnant la parole à 4 intervenants. Donc je les remercie vraiment et je vais vous les présenter brièvement avant de leur donner la parole. Ce soir, nous avons avec nous, tout d'abord, je vais commencer par la plus jeune, Ludivine Forgereau, voilà, qui est encore étudiante, qui est concernée par plusieurs troubles psychiques, qui est en rétablissement et qui vraiment travaille ardemment à déstigmatiser la maladie psychique. Merci vraiment d'être là, Ludivine. Et elle est aujourd'hui étudiante en paire et danse. Voilà, elle se forme à la paire et danse après avoir vécu toute cette expérience qu'elle va nous partager. Nous avons aussi avec nous Caroline Valentini, qui nous arrive de Belgique. Nous la remercions vraiment d'être venue jusqu'ici. Qui a écrit un très beau livre magistral qui s'intitule « Voyage au bord du vide ». Voilà, Caroline, après avoir traversé une longue période de dépression et d'anorexie mentale, va aussi nous montrer tout ce qu'elle a tiré de cette traversée. Nous avons aussi la joie d'accueillir Mathieu Bellassène, qui est psychiatre, qui a écrit aussi des livres avec à la fois toute son expérience professionnelle, mais aussi tout son cœur, on peut dire, toutes ses entrailles. C'est un psychiatre très engagé et qui a travaillé 15 ans à l'hôpital public et qui aujourd'hui est aussi au plus près de la souffrance étudiante, puisque Mathieu Bellassène travaille dans un centre... on peut... Battu. Voilà, c'est ça.
Un bureau d'aide psychologique universitaire, voilà, donc, qui reçoit beaucoup de nombreux étudiants. Et nous avons Philippe Marc, qui est infirmier addictologue, qui nous accueille ici chez lui, puisque voilà, il est responsable de l'espace santé de l'ICP, et qui va pouvoir aussi nous dire au plus près les raisons qui poussent voilà, de nombreux jeunes en souffrance à venir le trouver, et quel accompagnement peut être proposé. Pour commencer, je me tourne vers Ludivine Forgereau. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu déjà l'expérience que vous avez vécue et les premiers symptômes qui sont apparus très tôt de vos troubles psychiques? Et voilà, aujourd'hui, vous estimez en rétablissement, donc nous dire un petit peu aussi les différentes étapes qui ont ponctué cet itinéraire. Merci beaucoup. Mes premiers symptômes, en fait, sont apparus tellement tôt que j'en ai pas tellement conscience. Dès l'âge de 3-4 ans, en fait, j'avais des troubles qui étaient particulièrement marqués. Déjà que les questions de santé mentale de manière générale et des troubles psychiques en particulier ne sont pas connus pour ce qui est de la population générale, ça l'est encore moins pour ce qui est des enfants et surtout des petits-enfants. Le fait que des petits-enfants puissent vivre des dépressions infantiles qui sont des dépressions réelles, c'est quelque chose à laquelle vraiment très peu de gens pensent, et donc je suis totalement passée entre les mailles du filet. Personne ne l'a repéré parce que la dépression de l'enfant ne ressemble pas à la dépression de l'adulte. J'ai fini par atterrir en pédopsychiatrie à l'âge de 9 ans parce que mes troubles ont commencé par se manifester avec des troubles du sommeil très marqués, donc ça a commencé à se voir, mes parents ont pu le constater. Et surtout, ça faisait 1 an et demi que j'avais des idées suicidaires extrêmement fréquentes. J'ai fait mon parcours en pédopsychiatrie, j'ai fini par atterrir en psychiatrie adulte. J'ai jamais vraiment bénéficié de prise en charge qui m'est convenue pour tout un tas de raisons. Et à partir de 2017, j'ai commencé à être hospitalisée, donc en hôpital psychiatrique à répétition. Un soignant m'avait même qualifiée de porteuse d'un syndrome de la porte tournante. L'idée étant que la porte de l'hôpital est une porte tournante et que j'étais coincée dans la porte tournante et que j'entrais et sortais, j'entrais et sortais. Et entre 2017 et 2022, je n'ai fait pour ainsi dire que ça. En tout, j'ai dû passer un peu plus de 2 ans hospitalisée, plus 2 ans en hôpital de jour. Ça m'a quand même permis, au fur et à mesure, de démarrer un chemin de rétablissement qui a été très long, qui a été extrêmement progressif, mais qui s'est caractérisé par la conscience que, parce que j'allais mieux, j'avais quelque chose à partager auprès de mes pairs, j'avais un espoir à porter, et en fait c'est assez naturellement que je me suis tournée vers la paire-aidance comme voie professionnelle. Donc en tant que personne concernée, je viens soutenir le rétablissement d'autres personnes concernées par des troubles et qui sont encore prises dans ce tumulte des troubles, alors que moi, même si je ne suis pas guérie, j'ai encore des symptômes très présents au quotidien. J'ai appris à mettre en place des stratégies pour fonctionner d'une manière qui fait que ma vie au quotidien me satisfait dans les limites marquées par la maladie mentale, avec les rechutes, avec les hospitalisations. Et du coup, je suis en formation, effectivement, à l'université de Tours pour devenir professionnelle de la paire-aidance. Est-ce que vous pouvez simplement nous dire, Ludivine, vous dites que vous n'avez pas eu ce que vous attendiez pendant toutes ces années. De quoi est-ce que vous auriez eu besoin? D'un nom, de poser un diagnostic, d'être pris en charge différemment? Qu'est-ce qui vous a vraiment manqué? Je pense que ce qui m'a énormément manqué, c'est le fait de ne pas avoir de réel lieu d'écoute. J'étais suivie en pédopsychiatrie, mais je n'étais pas sincèrement écoutée par mes pédopsychiatres. Par ailleurs, j'ignorais tout à fait qu'il existait en matière de psychothérapie différents courants et que, en fonction des troubles et surtout en fonction des personnes, une psychothérapie peut fonctionner pour quelqu'un et pas du tout sur l'autre. Mais je ne savais pas que cette diversité de psychothérapie existait. Et moi, les seules psychothérapies qu'on m'a proposées et dans laquelle je me suis retrouvée totalement enfermée, c'était une psychothérapie qui ne me correspondait pas. Et il a fallu que je me documente par moi-même et que j'exige qu'on me donne accès à ce que j'avais envie d'avoir. Et ça, malheureusement, ça a pris du temps et ça a pris de l'énergie.
Avant de passer la parole à Caroline Valentini, je voulais savoir si vous aviez pu quand même mettre un nom sur vos troubles et si ça vous avait aidé ou non. Alors, j'ai effectivement plusieurs diagnostics. La question du diagnostic est un sujet très très compliqué. Oui, on y reviendra. La plupart des troubles qu'on m'a diagnostiqués sont sous des formes dites atypiques ou non spécifiées. Je souffre de dépression de manière récurrente, mais qui se manifeste sous une forme qui est dite atypique, ce qui n'a d'ailleurs pas facilité ma prise en charge, parce qu'on identifie encore moins les personnes qui sont porteuses de formes atypiques de troubles psychiques. J'ai aussi des troubles du comportement alimentaire. Je souffre d'un état de stress post-traumatique complexe, d'un état de stress post-traumatique simple. J'ai un trouble neurodéveloppemental. Enfin, j'ai une multitude de choses qui font une espèce de tambouille. Tout à l'heure, on reviendra aussi sur les moyens que vous avez mis en place pour retrouver une certaine forme d'équilibre. Et je voulais me tourner vers Caroline Valentini. Voilà, vous aussi, vous avez traversé une période difficile qui est un petit peu plus antérieure, de dépression, qui s'est ensuite incarnée par une anorexie mentale. Et est-ce que vous pouvez aussi nous dire quel a été un petit peu votre parcours, mais aussi quelles ont été les ressources qui vous ont permis d'avancer et de témoigner aujourd'hui avec espoir, pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité? Moi, je suis très émue d'être ici. En fait, ça me paraît très lointain ce que j'ai traversé moi. C'était il y a une vingtaine d'années. Et du coup, quand OCH m'a demandé de venir parler d'un livre que j'ai écrit qui a été publié en 2009, réédité en 2015, j'ai dû réfléchir un petit peu parce que c'est pas seulement dans le temps que ça me paraît loin, c'est dans ce qu'était ma vie à l'époque et ce qu'elle est aujourd'hui, dans la distance entre ma vie actuelle et ce que j'ai traversé à l'époque. Je me disais, j'avais pas peur d'en parler parce que je l'ai fait beaucoup il y a longtemps, mais je me disais, est-ce que je parviendrai toujours à être dans la justesse par rapport à ces années-là? Et puis, il m'a pas fallu réfléchir très longtemps parce que je me suis replongée un peu dans des notes d'il y a 10 ans et je me suis rendu compte à quel point ces années difficiles pourtant me tenaient toujours à cœur aujourd'hui et ont été vraiment fondatrices de choix qui aujourd'hui font que j'aime la vie que je mène et que sans doute sans ces années-là, j'aurais sans doute fait d'autres choix, mais qu'il y a plein de conséquences qui viennent de ces moments-là. Et puis, je pense que peut-être quand on est confronté à la maladie mentale, on est acculé à aller à la recherche de soi d'une manière approfondie. On n'a pas le choix parce que c'est ça ou s'éteindre. Et je pense que ces années m'ont sans doute permis quelque part d'être peut-être plus moi-même que ce que je n'aurais été si je ne l'avais pas traversé. Pour revenir à ce lointain, du coup, il faut se replonger en 1998. Je suis belge, donc 98, vous aurez pu traduire. À l'époque, je suis étudiante en philologie romane à l'université et jusque-là, ma vie s'est déroulée vraiment sans encombre. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. J'ai des parents aimants qui m'ont toujours soutenue. J'ai fait des mouvements de jeunesse. J'ai bien réussi à l'école. Enfin, tout allait de soi, en fait, jusqu'à ce qu'en quelques mois, en fait, plus rien n'aille de soi. J'avais l'impression d'être happée par un monde complètement étrange, de me retrouver prisonnière de quelque chose d'indicible. Les mots perdaient leur sens et c'est comme si les repères se déconstruisaient à l'intérieur de moi. Et donc, je ne comprenais pas bien ce qui m'arrivait. Par exemple, pour vous donner une petite anecdote, j'étais à la montagne. Le monsieur à côté de moi dit « C'est quand même magnifique, hein, toute cette lumière, toute cette neige. Ça, c'est la vie. » Et moi, je me dis « Mais mince, c'est quoi la vie ?» Je n'y étais plus rattachée, connectée. Et en fait, je savais qu'on pouvait se casser la jambe, avoir un cancer, mais je n'avais jamais imaginé, dans ma famille, on ne parlait pas beaucoup de psychologie, je n'avais jamais pensé que la vie pouvait se dévitaliser, que la vie pouvait se perdre de sa propre substance, en fait, et que les mots, la tête pouvaient se fracturer d'une certaine manière. Donc je suis allée trouver un spécialiste de la tête, puisque j'avais l'impression que le problème venait de là. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à parler avec un psychologue qui m'a dit « Ah oui, c'est quand même sérieux ce que vous traversez, ça relève de la psychiatrie lourde. » En plus, au fur et à mesure, je mangeais de moins en moins parce que dans l'anorexie, je trouvais une forme de réconfort, presque quelque chose de cotonneux qui m'enveloppait un peu et qui faisait que j'avais l'impression d'être un peu plus connectée, un peu moins en souffrance. Au fur et à mesure, j'étais
tellement envahie de pensées qui ne m'appartenaient pas. J'ai l'impression que j'étais plus capable d'assister aux cours, etc. Et donc je me suis, comme Ludivine, retrouvée aussi en psychiatrie à un moment donné pour tenter de faire sens de ce qui m'arrivait, de comprendre, de me soigner. Voilà, je n'ai pas trouvé non plus en psychiatrie énormément de réponses. Je pense que les choses ont évolué en partie, mais à l'époque, je n'ai pas non plus reçu beaucoup d'écoute. On était beaucoup livrés à nous-mêmes et les choses ne faisaient que s'emballer, que s'aggraver. Et donc, à un moment donné, c'était vraiment devenu très, très difficile. J'étais juste avec des médicaments, avec des idées suicidaires, avec pas du tout l'envie de rester comme ça, en tout cas sur Terre. Et lors d'une permission de sortie, parce que de temps en temps, je pouvais sortir de l'hôpital, aller un peu me promener, ici à Bruxelles d'ailleurs, à ce moment-là, j'étais dans un hôpital à Bruxelles, pas à Paris, et j'ai trouvé un livre qui s'intitulait « Le langage secret des troubles alimentaires », et ce mot « langage secret » m'a beaucoup happé, m'a beaucoup parlé, donc je suis allée l'acheter et je l'ai dévoré littéralement en rentrant. J'y ai trouvé un vocabulaire qui n'était pas pathologisant, qui parlait de sensibilité, qui parlait de quête existentielle, qui parlait de ressources, qui parlait de choses qui venaient me rejoindre, qui parlait de nuit aussi, de nuit mentale, mais aussi de rémission. Voilà, des choses qui m'ont beaucoup touchée. Et c'était en fait un livre écrit par une dame canadienne qui avait un centre au Canada qui travaillait de manière tout à fait différente de ce que j'avais connu jusque-là. Et donc, on s'est mis en contact avec ce centre, j'en ai parlé à mes parents. Et un soir, la dame a appelé pour dire qu'il y avait éventuellement une place pour moi. Donc, je suis partie au bout du monde, tenter de trouver d'autres réponses. Et là, j'ai été accueillie dans un lieu qui était tout à fait démédicalisé. Donc, on ne parlait pas de diagnostic, il n'y avait pas de choses pathologisantes. Quand je suis arrivée, je me rappelle, il y avait un piano dans la maison. Ce n'était pas du tout une clinique. Il y avait, on faisait de l'art, ça dans les hôpitaux aussi, mais il y avait une artiste peintre qui donnait des cours. Il y avait des statues dans le hall avec des dauphins qui emmenaient les petits dauphins vers la surface pour respirer. Il y avait l'océan qui a beaucoup contribué à me soigner aussi, l'océan Pacifique. Et donc, je suis restée là-bas 2 ans avec vraiment un accueil, une bienveillance, une écoute que je n'avais pas trouvée avant et qui m'ont vraiment permis petit à petit de me restructurer, de retrouver une accroche, une manière d'être au monde qui m'a fait me sentir de plus en plus bien dans mes baskets. Voilà. Blandine parlait tout à l'heure de l'hospitalité qui manque. Je crois que dans la maladie, on est en rupture avec soi et on est dans un manque d'hospitalité envers soi-même, mais du coup, on ne la ressent plus non plus de la part des autres. Et c'est Gérald de Schittereux, qui est en Belgique, un directeur des urgences psychiatriques d'un hôpital à Bruxelles, qui parle de haut accueil. Et je crois que c'est ça que j'ai reçu. C'est une hospitalité et une bienveillance, mais encore bien supérieure à ce qu'on peut proposer dans la vie normale, parce que la personne ne peut plus en avoir une once pour elle-même. Et je crois que petit à petit, tout simplement, c'est cette bienveillance que j'ai pu m'auto-appliquer. Et après, le chemin a été long, évidemment, pour trouver la route, mais voilà, je pense que c'est dans cet accueil que j'ai pu retisser mes propres liens. Merci, parce que vous nous aidez aussi à voir que parfois le parcours peut être très long avant de trouver ce lieu qui nous est propre, un vrai espace où on se sent vraiment, où les choses prennent sens. Et donc, c'est un témoignage qui aide à garder vraiment fermement l'espoir. Je me tourne vers Mathieu Bellassène. En tant que psychiatre, vous avez un regard sur beaucoup de situations qui sont bien sûr uniques à chaque fois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment justement vous partez des personnes et de leur vécu dans l'accompagnement, et aussi qu'est-ce qui, aussi un petit peu pour nous aider à comprendre quels sont les facteurs déclencheurs? On parle beaucoup, bien sûr, avant de parler de facteurs déclencheurs, peut-être les raisons profondes. On parle beaucoup de génétique, mais on sait à quel point les traumatismes sont importants. Et donc voilà, est-ce que vous pouvez nous aider un peu à décrypter cela? Oui, merci déjà pour l'invitation. On dit souvent qu'il faut parler, derrière la maladie, il faut parler de la personne malade. Alors derrière le psychiatre, on va parler de la personne psychiatre. Et il faut dire que les deux côtés de la barrière sont beaucoup plus poreux et moins étanches que prévu. C'est-à-dire que quand on travaille pendant des heures et des jours à l'hôpital psychiatrique, c'est bien pour quelque chose. Donc la question de on est tous fous mais on n'est pas tous malades de sa folie se pose peut-être. Mais tout ça pour dire que je voudrais juste commencer, avant de répondre à cette question, si tant est que je puisse y répondre, vous avez dit 3 mots tout à l'heure, et je pense que c'est les mots qui définissent la façon dont je fais la psychiatrie. La question de la rencontre, de l'accueil et de l'hospitalité. Enfin, avec ça, on
on peut tricoter. Et du coup, moi, ma rencontre avec la psychiatrie, c'est que quand j'étais en 2e année de médecine, on pouvait faire des gardes la nuit pour avoir un peu de fric pour partir en vacances. Et donc, c'était des gardes d'aides-soignants. Donc, j'ai fait ça. Mais avant de faire ça, j'ai un proche qui m'a dit « Tu devrais aller dans un lieu comme ça, alors qui s'appelle toujours le Centre Antonin Artaud à Reims, parce que tu vas avoir une psychiatrie qui est un peu moins débile que la psychiatrie générale actuelle, à savoir médicaments, et puis on parle que de ça. » Bon. Et donc j'arrive dans un lieu qui est un centre de jour, en fait, en ville, une maison, quoi. Et puis je me pose dans la salle d'accueil, et puis je sais pas qui est qui là-dedans, parce que les gens n'ont pas de blouse, et n'ont pas de pyjama, tout le monde est... Bon. Alors du coup, j'ai une première conversation avec un type qui me fait l'histoire de la psychiatrie de la Marne. Là, je me dis, il s'y connaît vachement bien et tout ça. Bon, puis je vois un autre type là au loin, je me dis, lui, il a l'air vraiment pas... Bon. Et l'après-midi, il y avait la réunion institutionnelle. Voilà, il n'y avait que les soignants. Bon, en manque de peau, le mec avec qui j'ai discuté de la psychiatrie de la Marne, il n'était pas à la réunion. Bon. Et celui que j'avais trouvé vraiment bizarre, il était à la réunion. Bon. Mais du coup, ça ne veut pas dire que le mec qui était à la réunion n'était pas quand même... voilà, si on est en psychiatrie, c'est pas pour rien. Donc... c'est aussi pour ça que c'est important pour les soignants d'aller y voir pourquoi ils font ce boulot et de penser qu'est-ce qu'ils foutent là, comme on dit. Bon. Et du coup, ça c'est une certaine orientation en psychiatrie, c'est-à-dire que moi, si je dois définir mon rôle, c'est un petit peu ce que certains appellent le thérapone dans la mythologie, c'est le second au combat, c'est celui qui, quand une personne... et dans les enfers de ses troubles, on va avec elle, on va dans son vécu, et justement, je crois que ça, c'est deux façons absolument radicalement différentes de faire la psychiatrie. C'est d'ailleurs ce que vous avez dit toutes les deux sur la question de l'accueil. C'est est-ce qu'on objective l'autre, et puis c'est tout, ou est-ce qu'on essaye de piger c'est quoi son monde interne, c'est quoi son vécu, et c'est quoi son vécu de catastrophe. Et par exemple, ça ne sert à rien de dire à quelqu'un qui entend des voix, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Si elle entend des voix, la personne, c'est vrai pour elle, point, c'est son vécu. Et du coup, la question, ça va être de ne pas délirer à deux avec elle, mais d'essayer de piger comment on va faire que son monde, ce qu'elle ne vit pas comme étant son monde interne, puisse être habitable pour elle. Et du coup, voilà, c'est un petit peu ça, c'est comment on rentre dans la danse de la relation avec les personnes qui vont pas bien. Et alors, du coup, je vais vous raconter une autre histoire, parce que là, il est tard, et tout ça, c'est bien les histoires. Une autre histoire, donc moi j'ai été pendant 15 ans à l'hôpital public, j'étais médecin-chef à Asnières-sur-Seine, et du coup je travaillais aussi sur l'unité d'hospitalisation, et donc un jour j'ai une jeune femme qui arrive en ce qu'on appelle un premier épisode psychotique, c'est-à-dire que elle entendait des voix, elle était persécutée, ce qu'on appelle dans le jargon une bouffée délirante aiguë, c'est-à-dire un coup de tonnerre dans un ciel serein, comme le dit la psychiatrie classique. Petite parenthèse, c'est plus intéressant ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire que la psychiatrie, elle puisse être réinventée par les témoignages des premiers concernés. Parce qu'en fait, c'est plus intéressant ce que vous avez dit que ce que probablement je vais dire. Bon. Du coup, cette personne, quand elle arrive, elle délire le fait que sa sœur veut la tuer. Bon. Alors, très bien, et puis elle était vraiment pas bien, elle était passée par les urgences, elle avait été attachée, alors ça c'est encore un autre problème. Bon. Et du coup, elle était en chambre d'isolement, donc moi je la rencontre, et la première des choses quand une personne est à ce point mal dans le lien social, en fait c'est de la relier à ses proches, paradoxalement. C'est-à-dire, première des choses quand quelqu'un par exemple est en chambre d'isolement parce que le contact avec l'autre est trop persécutif, c'est d'appeler la famille, d'appeler les proches, savoir est-ce que vous avez des hypothèses sur ce qui se passe, etc. Bon. Et donc la famille vient l'après-midi, et puis ils me disent oui, elle est persécutée par sa sœur, parce que sa sœur est quelqu'un qui était danseuse de très haut niveau, etc. etc. Et donc en fait c'est la jalousie qui a probablement créé ce délire. Bon, d'accord, pourquoi pas. Et du coup on met un petit peu ça au travail, et il se trouve que donc je revois les parents, là, comme ça. Ça, ils me le disent au téléphone tout de suite. Et puis après, ils viennent l'après-midi à l'hôpital. Et l'après-midi, il y a je fais sortir la personne de la chambre. Elle accepte de venir, etc. Elle est un petit peu, c'était un peu reposée, elle est un peu mieux.
Bon, et puis les deux parents arrivent, et là, la personne, comme je lui avais donné des médicaments qui s'appellent des neuroleptiques, alors les médicaments psychiatriques sont des médicaments lourds avec plein d'effets secondaires. Donc, alors, je vais faire peut-être un propos polémique, mais c'est pas les médicaments qui soignent. Les médicaments, ça permet d'entrer en relation, ça permet de rétablir le contact quand il y en a besoin. Mais moi, je suis pour une psychiatrie raisonnée. Je dis souvent à mes patients, moins je prescris, mieux je me porte, mais quand il y en a besoin, il y en a besoin. C'est-à-dire que les médicaments, c'est une aide, c'est une béquille pour pouvoir faire que le monde soit plus habitable. Bon. Et il se trouve qu'avec ces médicaments, les neuroleptiques, là, la personne commence à avoir une contracture comme ça, très, très importante. Et puis, je dis à la famille, vous inquiétez pas, ça va aller, c'est un effet secondaire, je vais lui donner un petit comprimé, ça va passer, machin. Bon, et puis la contracture continue. On était en train de parler de ce qui se passait pour elle et tout ça. Bon. Et puis finalement, la contracture continue tellement que je l'accompagne à la pharmacie dans le bureau juste à côté, on lui fait une injection d'un correcteur, etc. Bon. Et puis je reviens et la mère s'effondre en larmes, mais vraiment un effondrement, vous avez parlé là des ténèbres, bah, c'était ça, quoi. Vraiment, ça venait de très loin, ce truc-là. Et puis je lui dis, mais ça vous évoque quelque chose, là, cette situation? Parce que bon... Et elle me dit, oui, quand ma fille, donc, qui était hospitalisée, est née, en fait, elle est née et elles étaient deux jumelles. Donc il y avait une autre sœur jumelle. Et il se trouve qu'elles étaient prématurées, donc il fallait faire de la kinésithérapie respiratoire. Et donc le kiné arrive un jour et dit, moi je vais faire la kiné de la plus petite, donc pas ma patiente, mais l'autre jumelle. Et la mère dit, non, mais aujourd'hui je le sens pas, le faites pas. Et le kiné dit, non, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Exactement ce que j'avais dit par rapport à la contracture. Ça va aller, vous inquiétez pas. Bon. Il se trouve que le kiné fait ce truc-là, et l'enfant fait un arrêt cardiaque, transfert aux urgences et meurt 3 jours plus tard. Bon. Et du coup, ce qu'il y avait dans le délire, c'était pas la jalousie, c'était cette strate très archaïque où en fait, la personne a perdu une moitié d'elle-même, parce qu'une jumelle, à cet âge-là, en plus, la sensorialité, on n'est pas un individu unifié, quoi. On est un fragment du monde, mais on ne reconnaît pas le monde comme étant monde quand on est tout bébé comme ça. Et bon, alors du coup, on a mis un peu ça au travail. Alors ça a permis quand même à tout le monde de raconter tout un tas d'histoires, et puis à la personne de sortir avec l'aide des médicaments et tout un tas de choses, de sortir du délire comme ça. Et alors après, elle m'a dit un truc incroyable. Elle m'a dit, mais vous savez que mon mot de passe pour tous mes comptes internet, c'est le nom de ma sœur jumelle. C'est-à-dire cette sœur jumelle qui a été silenciée en fait dans la vie de cette famille, parce que ça a fait trop souffrir les parents, quoi, de perdre cet enfant. C'était un deuil impossible en fait. Et en fait, ça c'est une association de patients qui s'appelle UMAPSY, qui dit le délire ne parle qu'à celui qui l'écoute. C'est-à-dire que quels que soient les troubles les plus profonds, il y a toujours un sens. Mais le sens, il est à construire ensemble, il est à construire dans la relation. C'est-à-dire que l'hypothèse que j'ai proposée et dont se sont saisis la famille, la personne, etc., ça a marché parce qu'il y avait eu un sens pour eux. Et alors, je vous raconte la fin de l'histoire, je la raconte dans le livre, là, ce truc-là, et puis je raconte d'autres trucs comme ça, mais juste pour dire que ça ne sert à rien de dire ce que tu délires, ça ne veut rien dire. En fait, les gens qui délirent, ils n'ont pas d'autre moyen que de dire des choses qui ont été jusque-là tues. Bon. Il y a 1 million d'exemples de ça, donc on ne dit jamais les choses pour rien. Et alors, je termine juste cette histoire et après je me tais. À un moment donné, je me disais, il faut faire du rituel de deuil, quoi. Ce qui a manqué là, c'est qu'il y ait une vraie sépulture, d'autant plus que... ce que les parents m'ont expliqué, c'est qu'au bout de 10 ans, comme ils n'avaient pas repayé la concession, la tombe avait disparu. Et donc, ce bébé n'avait plus de lieu de sépulture. Et donc, je me creuse la tête, j'en discute avec des collègues, comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., pour faire du rituel. Et un jour, idée comme ça, et je lui dis, ramenez-moi votre livret de famille. Et alors, elle me ramène son livret de famille. Puis alors du coup on voit la date de naissance et la date de mort de cette jumelle. Et du coup on descend très cérémonieusement au secrétariat, on fait la photocopie, et puis alors
Elle a mis dans le dossier une tombe de papier pour sa sœur, quoi. Bon, ça c'était une première strate, et puis 2 ans plus tard, elle a redécompensé pour un autre truc. Mais ce qui comptait là-dedans, c'est qu'il y avait un contact, il y avait un lien qui était fait. Et finalement, bon, la psychiatrie, moi j'essaye de penser, psychiatrie, c'est le iatros de la psyché. Le iatros, c'est l'activité de soins. Alors moi j'y tiens à ça parce que, vous voyez, je suis contre le terme de santé mentale. Mais alors de manière radicale, je vais vous dire pourquoi. Parce que la santé mentale, bon, d'abord c'est maintenant dans les rapports de l'Union européenne, avoir une population en bonne santé mentale, c'est pour remplir les objectifs stratégiques de l'Union européenne. Donc alors en fait, la santé mentale, ça sert plus à l'économie qu'à soigner les gens. Bon, ça a été assez documenté. Et puis l'autre chose, c'est que derrière cette histoire de santé mentale, il y a aussi l'idée que c'est dans le cerveau. Alors peut-être qu'il y a des vulnérabilités cérébrales, etc. Mais genre, je vous annonce qu'il n'y a eu aucun progrès réel dans les prises en charge et documenté scientifiquement d'une manière certaine sur le fait que ce soit génétique, que ce soit biologique, que ce soit inflammatoire. Il y a tout un tas de... Encore dans l'Express, là, vous avez un dossier, ou alors attention, il y a la révolution dans la santé mentale, et puis à la fin, ça se termine sur... tout ça, on va un jour trouver. Mais enfin, c'est des promesses, hein, mais... Moi, ce qui compte pour moi, c'est comment on se démerde avec les gens maintenant, quoi. Concrètement. Du coup, la santé mentale, il y a un peu cette histoire-là de faut être un peu performant, concurrent, machin. Et puis, il y a un peu l'idée aussi, c'est un trouble cérébral. Moi, je m'adresse pas à des cerveaux, je m'adresse à des gens, et je suis moi-même, en tant que psy, ça me fait quelque chose, je suis altéré par ce qui leur arrive. Et il y a des fois, c'est à partir de mes propres conneries qu'il va y avoir du soin qui va être fait. Et en fait, le soin, c'est à la différence de ce que on peut penser que c'est très normé, il y a des protocoles, etc. En fait, ce qui fait vraiment soin, c'est ce qui fait un moment construction de sens pour la personne et son milieu. Que ce soit son milieu de soins, que ce soit son milieu de vie avec ses proches, quoi. Voilà ce que je peux dire comme ça. Vous parlez beaucoup dès le début, vous avez parlé de la famille, oui, de l'entourage. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi à quel point l'importance de la cothérapie et d'inclure vraiment les proches dans ce cheminement? Si vous voulez, la vieille histoire asilaire de la psychiatrie, quand même, c'était de dire on va faire des asiles bien loin de là où vivent les gens, comme ça, ils vont être coupés de leur milieu pathogène, c'est-à-dire la famille. C'est les thèses de la dégénérescence, quand même, au XIXe siècle, qui est de dire qu'il y a des gens qui sont tarés, entre guillemets, tout ça, et donc on les éloigne de leur milieu. C'est un peu le truc hygiéniste qui avait cours à ces moments-là. Et donc, voilà. La grande avancée majeure, massive du courant auquel moi je me réfère, qui s'appelle la psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire on ne peut pas soigner les personnes si on ne soigne pas l'ambiance des lieux de soins eux-mêmes, et les lieux de soins eux-mêmes ont des ambiances aliénantes. Vous allez à l'hôpital psychiatrique, déjà vous rentrez, ça sent pas très bon, c'est pas très accueillant, les peintures sont un peu délabrées, vous sentez l'ambiance, quoi. Déjà vous dites j'ai pas envie d'être là, quoi. Ça me déprime. Donc ça rajoute de la pathologie à la pathologie, ce qui s'appelle la pathoplastie. Bon. La grande découverte de François Tosquelles et bien d'autres, Jean Houry et compagnie, de la psychothérapie institutionnelle, c'est de dire qu'en fait, il faut soigner les gens là où ça arrive, leurs troubles, leur décompensation. Parce que ça dit autant des choses de la personne que de son milieu. Par exemple, l'importance qu'a eu la psychiatrie de guerre, ça a été énorme, parce que c'est pas la même chose de soigner un soldat sur le champ de bataille que de le soigner à l'arrière à 30 km de là. Parce qu'à 30 km de là, il n'y a plus ses copains, il n'y a plus le bruit des bombes qui tombent, et il n'y a plus finalement ce qui fait le trauma, et il y a en plus quelque chose d'autre, qui est que les gens qui ne vivent pas dans le milieu où ça se passe, comme ils n'ont pas d'idée, ils disent « c'est pas si grave que ça, et puis la guerre c'est mal », ou alors, par exemple, le chant, là je vous ai beaucoup parlé de délire, de ce qu'on peut dire le chant de la psychose, mais en fait ce chant-là, pour moi, c'est la même chose que le chant du trauma, en fait. Il y a un certain nombre de gens qui délirent, c'est parce qu'il y a des points traumatiques très graves. Alors, les points traumatiques, les traumatismes du monde, les guerres, les traumatismes sexuels graves, les incestes, les viols, toutes ces choses-là, ça fait des points de trauma et qui déstructurent. Et ce qui est important, c'est à la fois l'événement traumatique, mais c'est surtout le second temps du trauma, quand on va voir les proches sur qui on compte, et puis que ces proches-là, soit ne disent rien, font silence,
traumatisme négatif, soit disent oh, t'exagères quand même, ou non, c'est rien. Voilà. Et alors ça, ces points-là, c'est hyper important parce que du coup, les soins, vous voyez, ça indique pas la même chose au niveau du soignant. C'est-à-dire que soit on est concerné par ce qui arrive à la personne et c'est toujours singulier, soit on se dit bon bah c'est un trouble, puis il est schizophrène et machin, etc. Et moi, ce qui m'intéresse c'est quelles sont les marges de manœuvre qu'on peut construire avec la personne. D'ailleurs, quel que soit son diagnostic, quel que soit sa présentation, vous voyez, et voilà. Et puis après, il y a des petites choses techniques, hein. Mais ce qui fait vraiment l'activité de soins de la psyché, le iatros de la psyché, c'est cette histoire-là de rencontre et d'accueil. Et l'accueil, le temps qu'il faut. Des fois, c'est toute la vie, des fois, c'est 2 semaines, des fois, c'est 3 jours, des fois, c'est une consultation. Mais on n'a pas de boule de cristal. Et dire, par exemple, les maladies mentales sont des maladies chroniques comme les autres, bah, c'est faux. C'est faux. Parce qu'une maladie chronique, c'est comme le diabète, le cancer, on n'a jamais de boule de cristal. Jamais. On ne sait pas comment ça va évoluer. Et donc, c'est peut-être ça aussi la question de l'espoir. C'est que il faut faire des rencontres. Et il y a des fois, il y a des bonnes rencontres, il y a des fois, il y a des mauvaises rencontres. Et des fois, les mauvaises rencontres, ça permet aussi de dire ça, je veux pas, et maintenant, je veux ça. Ce que vous avez dit là, je veux ça. Bon, voilà. Merci beaucoup. Et je me tourne maintenant vers Philippe Marc. Vous êtes infirmier, formé en addictologie aussi, qui a fait cette formation à partir du terrain, en voyant aussi l'importance des addictions sur le terrain des jeunes étudiants. Et alors, vous qui vivez vraiment au plus près des étudiants et qui constatez d'ailleurs une souffrance qui augmente, vous disiez, on échangeait tout à l'heure et Philippe me disait que un quart des étudiants avaient eu des pensées suicidaires dans l'année quand même, ici, un quart. Alors, ma question, c'est, voilà, face à ces étudiants qui viennent vous voir, quel accompagnement, vous, au moment justement où les symptômes commencent, vous mettez en place? Et quel encouragement aussi à la prévention vous pouvez faire? Bonjour à toutes et à tous. Pour replacer un petit peu, donc, je suis responsable de l'Espace Santé. Espace Santé, il y a 3 pôles qui sont interliés, à savoir un espace d'écoute et d'accueil psychologique. Donc, ce sont des psychologues qui sont en dernière année de formation et qui sont supervisés par un psychologue clinicien et qui sont présents du mercredi au vendredi de 10h à 17h et qui écoutent bénévolement, gratuitement, bénévolement non, mais gratuitement les étudiants qui en ressentent le besoin. Et tout reste confidentiel dans cet espace-là. Et il y a aussi une collègue qui travaille avec moi sur le handicap pour la mise en place d'aménagements pour, entre autres, les personnes qui présentent des troubles psychiques ou qui se déclarent avec des troubles psychiques pour essayer de les accompagner au mieux tout au long de l'année et de leurs études. Est-ce que vous pouvez juste nous donner un petit exemple d'un dispositif justement pour ça? Donc, par exemple, c'est la mise en place d'une dispense d'assiduité pour que des étudiantes, une étudiante par exemple qui est en dépression, a des troubles dépressifs, puisse par exemple être hospitalisée en fonction de ses besoins, de sa demande, et pouvoir continuer quand même à suivre les cours à côté. Donc effectivement, au niveau accompagnement, donc il y a tout ce qui est sensibilisation qui est très importante parce que malheureusement encore aujourd'hui, on stigmatise les maladies psychiques, les troubles psychiques. On en a peur, on les nie, on ne veut pas regarder, alors que c'est déjà une grande souffrance pour les personnes concernées. Et le fait de se en détourner, de ne pas accepter la différence de l'autre, ça fait encore plus mal pour ces personnes-là. Donc déjà de la prévention, de la sensibilisation auprès des autres étudiants, des pairs. Ça passe notamment avec les programmes Sentinelle, en partenariat avec Nightline. Il y a une dizaine d'étudiants qui ont été formés pour écouter la parole des pairs, pour savoir réorienter, comment agir lorsque un père se confie auprès d'eux. Et pour information, il va y avoir encore là, mais c'est avec le PSSM, donc premier secours en santé mentale, il y a une trentaine d'étudiants qui vont être formés sur 2 jours par rapport à cet accompagnement-là. Et on l'a vu, pourquoi? Parce qu'on fait des enquêtes de santé mentale 1 fois par an, ça c'est depuis le Covid. On a vu qu'il y avait une réelle souffrance de la part des étudiants. Et donc, pour savoir quelle était cette souffrance, pour essayer de
la verbaliser, de mettre des mots dessus. On a, en partenariat avec l'EAP et les psychologues cliniciens qui supervisaient, créé un questionnaire qui s'appuyait aussi sur ce qui était fait au niveau national pour essayer d'avoir des éléments de comparaison aussi là-dessus. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, les étudiants n'allaient pas bien du tout. Et donc, c'est à partir de là qu'on a mis en place des actions pour essayer d'accompagner au mieux. Oui, vous disiez à l'instant que vous avez vraiment beaucoup d'étudiants qui viennent. Est-ce que l'augmentation de cette souffrance, on la mesure? En fait, la question c'est, est-ce que les étudiants, finalement, la parole se libère progressivement? Et donc, il y en a de plus en plus qui viennent vous voir, et c'est bon signe aussi? Ou est-ce que c'est de manière générale, il y a vraiment une angoisse qui d'année en année, augmente? Alors effectivement, je pense qu'il y a les deux. Dans un premier temps, la parole est plus libérée, plus facile il est plus facile pour les jeunes de franchir le pas pour parler de leur souffrance, même si ça reste quand même compliqué pour certains qu'on croise et qui sont finalement poussés par des amis pour pousser la porte de l'espace santé pour pouvoir être accompagnés. Et post-Covid, on a vu aussi une réelle augmentée, je pense qu'elle est liée aussi sur tout ce qui est anxiété, effectivement, ou avec des troubles de ce type-là, ouais, tout à fait. Donc pour le coup, comme on a vu avec les enquêtes santé mentale que c'était compliqué, qu'il y avait beaucoup de risques de passage à l'acte, c'est ce que je vous disais, sur les 12 derniers mois, sur la dernière enquête santé mentale, 25% avaient pensé à mettre fin à ces jours. Donc c'est très important. On a mis en place un protocole de prévention suicide qu'on a envoyé à tous les enseignants et tous les administratifs de l'ICP pour pouvoir les accompagner aussi de comment prendre en charge, comment accompagner, quelles questions poser, et avec derrière aussi, si besoin, de parler avec nous pour avoir des conseils, etc. Et je pense qu'on fait aussi le lien avec les autres services de la vie du campus, notamment avec les initiatives étudiantes, avec l'aumônerie, voilà, on essaie et le SOIP, donc le service orientation, insertion pro, on essaie vraiment de faire un maillage pour essayer de récupérer le maximum d'étudiants possible. Merci beaucoup. Donc on disait à l'instant que voilà, les jeunes sont de plus en plus nombreux et on voit quand même des progrès, la parole se libère, on voit aussi des lieux, des jeunes qui eux-mêmes commencent à créer des lieux d'écoute, je pense à la Maison Perchée à Paris, et à bien d'autres. Et la question c'est aussi tous ces jeunes qui restent murés dans le silence, toutes ces familles qui sont désarmées, qui ne savent pas trop vers où aller, comment les rejoindre et comment faire, surtout quand certains jeunes, peut-être aussi Mathieu Bellassène, vous aurez une réponse, refusent toute aide et refusent de voir qu'ils vont mal et qu'il y a peut-être des moyens concrets à prendre. Je vais tenir un propos politiquement incorrect. Le refus de soins, en ce moment, il est surtout du côté de l'État. C'est-à-dire la destruction de la psychiatrie publique et de la pédopsychiatrie, 1 an et demi d'attente, là, à Paris, en banlieue, ça aide pas à faire le niveau qui permet d'éviter beaucoup de catastrophes, à savoir la prévention. Ça aide pas aussi parce que la lutte à mener, elle est sur le temps. Est-ce qu'on a le temps de rencontrer les gens? Parce qu'en fait, le soin, ça prend du temps. C'est tout. C'est aussi simple que ça, ou pas. Bon, ça c'est ma réponse un peu générale pour décentrer parce qu'on est quand même, on vit quand même dans le monde, là ensemble, et dans ce monde-là, voilà, il y a eu quand même une destruction des institutions très très importante. Alors, il y a certaines institutions, il vaut mieux qu'elles soient détruites parce que c'est vraiment de la merde, ça d'accord, mais dans des situations graves, on a besoin de collectifs notamment de soins, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de plusieurs personnes pour les soigner quand elles vont vraiment trop mal. Et en fait, si vous voulez, c'est un petit peu ça qui est impacté en ce moment. En ce moment, on vend un petit peu du rêve à tout le monde en vendant des prises en charge individualisées avec plein d'intervenants différents qui ne se parlent pas. Et alors ça fait du cloisonnement. Maintenant, fin de la parenthèse, je reviens sur cette question. Par exemple, moi j'avais souvent au centre médico-psychologique, là,
Alors moi maintenant, là où je travaille au BAPU, parce que le BAPU, les étudiants, ils viennent d'eux-mêmes, donc ils sont d'accord pour se soigner. Mais quand vous avez ce qu'on appelle le déni des troubles, c'est-à-dire que la personne, elle est tellement mal qu'elle ne se rend pas compte qu'elle va mal. Par contre, que les proches disent voilà, mon conjoint ou mon fils, ma fille ou mon père déconne, là, il faut faire quelque chose. Bah, la première des choses, c'est d'accueillir cette parole, quoi. C'est recueillir les gens qui sont au plus près et puis qui doivent se démerder 24 heures sur 24, voire plus, avec la personne. Bon. Ça, c'est, je crois, le premier niveau d'accueil, quoi. Qu'est-ce qui vous arrive? Comment on peut être à votre service? Pour ça, il faut être suffisamment disponible, etc., etc. Bon. L'autre chose aussi, le malaise étudiant, je vais encore un peu non politiquement correct. Le Covid, il a bon dos. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avant ça, il y avait toutes les mobilisations dans les facs. La fac, ça va pas très bien. L'école, ça va pas très bien. De plus en plus de gamins, on les met sous Ritaline, donc sous amphétamine, parce que l'école n'arrive plus à s'adapter aux enfants qui sont un peu en difficulté, qui ont des troubles d'attention. Donc on a quand même pathologisé un bon nombre d'enfants qui jusque-là n'étaient pas pathologisés. Et puis, il y a un autre phénomène, moi que j'entends au BAPU quand même beaucoup, là, avec mes étudiants, c'est quand même, on peut se raconter ce qu'on veut, mais le fait qu'ils ne choisissent pas leur destinée en termes de désir de travail pour plus tard, avec ces purées d'algorithmes, il faut que je sois poli, il y a eu APB avant le Covid, après il y a eu Parcoursup, eh ben ça crée, alors c'était en même temps que le Covid, on peut dire, mais ça crée aussi une souffrance, quoi. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une filière avec des trucs que vous voulez pas faire comme boulot, bon, ça aide pas. Bon, tout ça pour dire que le contexte aussi sociétal, il produit un certain nombre de pathologies. Alors moi, je veux bien qu'on mette tout sur le dos des gens qui vont pas bien, mais il faudrait être aussi un petit peu raisonnable et dire qu'il y a un certain nombre de pathologies qu'on crée ou qu'on surproduit. Bon. Après, je crois qu'il y a quelque chose qui est hyper important dans le domaine des... Quand quelqu'un va pas bien, c'est aussi, ce que vous avez raconté là par rapport à la pérédance, etc., c'est pas la même chose de parler à un professionnel. Par exemple, quand vous allez voir un psychiatre, la plupart du temps, les gens ils se disent « Oh là là, il va dire que je suis fou. » Il est plus fou que moi, le psychiatre, en général, c'est vrai, d'ailleurs. Bon, bref. Il va me juger, tout ça, donc on ne dit pas grand-chose. Par contre, par exemple, à l'hôpital psychiatrique, les gens ils se soignent souvent en parlant entre eux. Hein. Ils évitent un peu les soignants toxiques et pervers, il y en a plein, des sadiques, les conneries des psychiatres, voilà, bon. Et puis en fait, ils se soignent entre eux. Dans le sens où... Vous défendez pas beaucoup votre profession? Non, je la défends pas beaucoup parce que... Pourtant, vous êtes un maillon nécessaire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on regarde les choses telles qu'elles sont actuellement, franchement, il n'y a pas beaucoup d'accueil et d'hospitalité. Et je pense que la psychiatrie, les psys auraient à gagner, et les psys dans les institutions, notamment les institutions publiques. On ne va pas bien dans le public, et là je parle des soignants, du fait de tout un tas de contextes, de réformes, etc., mais aussi du fait qu'on abandonne, on a une sorte de nihilisme thérapeutique. On ne croit plus dans le fait que, par exemple, la parole, ça soigne. C'est con, hein? Si vous vous adressez de manière pas trop méchante à quelqu'un, c'est mieux que si vous le prenez de haut. Alors, je vous renvoie au témoignage d'une personne qui a été psychiatrisée, qui s'appelle 13. Elle a écrit le livre qui s'appelle Charge. Voilà, là vous avez, dans ce bouquin, toutes les conneries du corps psychiatrique. Bon. Pourquoi je dis les choses négatives? Parce que bien sûr, il existe des choses positives, mais les choses positives, on les entend tout le temps à la télé, vantées, etc. Je pense qu'on a une sorte d'ennemi intérieur à critiquer pour faire une bonne psychiatrie. Voilà. Et du coup, ennemi intérieur et ennemi aussi un peu extérieur, quand on détruit la possibilité même de rencontre. Dernier exemple, quand j'avais une personne qui n'allait pas bien, que je connaissais, et on sentait qu'il fallait qu'elle soit hospitalisée. La famille appelait en disant « il faut faire une visite à domicile ». Bah oui, la visite à domicile, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que les personnes soient mobilisables, celles qui ont le contact et tout ça. Sauf que vous êtes au CMP, vous avez le choix entre annuler 3h30 de consultation, c'est-à-dire
quand vous voyez du monde, 10, 15, 20 personnes, et faire ça où vous savez que la personne, vous allez pouvoir l'accompagner aux urgences, vous allez pouvoir prendre le temps, etc. Elle va être bien accueillie. Cette pénurie-là, ces arbitrages-là, pourquoi c'est moi en tant que soignant qui les choisis? Vous voyez? Du coup, ça indique un certain type de psychiatrie qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Il y aurait beaucoup de choses pour révolutionner non seulement le milieu psychiatrique, mais la société tout entière. Donc, on a besoin de révolutionnaires aussi, mais voilà, les choses prennent bien leur temps. Peut-être je voulais revenir aussi sur la question de la paire-aidance, notamment Ludivine, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Voilà, comment est-ce que ces espaces créés peuvent justement, dans cette dimension collective, bien sûr, toujours qu'évoquait Mathieu Bellassène, mais être des lieux qui confortent les personnes, les aident aussi à aller vers les bons relais, et justement un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, trouver les lieux ajustés à la singularité de ce que vit la personne. Comment est-ce que ça va, voilà, et puis peut-être vous, voilà, comment est-ce que dans votre parcours, quelles ont été les ressources qui vous ont aidé dans ce sens-là? Il y a beaucoup de choses dans votre question. Pour commencer par la paire-aidance. Pour ce qui est de la paire-aidance, imaginez vous êtes hospitalisé en psychiatrie. Vous êtes enfermé 24 heures sur 24 avec exclusivement des gens qui vont mal. Et des soignants, mais qui sont en blouse blanche. Eux, ils ont un uniforme, ils ont la blouse blanche. Et vous, parfois, vous aussi, vous avez un uniforme, vous avez un pyjama. Vous sentez que vous n'êtes pas de la même espèce. Et tous les gens qui sont de votre espèce, ils vont mal. Forcément, on peut pas avoir d'espoir. Moi, mes soignants, ils me disaient tout le temps, mais ça va aller mieux, mais ça va aller mieux. Mais oui, mais en fait, je te paye pour me dire ça. Comment veux-tu que je te croie? Un père aidant, ça fonctionne en miroir. La paire aidance, c'est je me situe en face de l'autre qui est en souffrance, je lui partage ce que j'ai vécu et il peut reconnaître quelque chose de son expérience à lui dans mon expérience. Mais si moi je suis rétablie, si le reflet est rétabli, potentiellement que la réalité peut se rétablir aussi. C'est le père aidant dans un service de psychiatrie, il sert pas à grand chose d'autre qu'à être un porteur d'espoir. Mais c'est essentiel. Moi, le fait de rencontrer pour la première fois une paire aidante en vrai, ça a changé ma vie du tout au tout. J'ai découvert la paire aidance de manière théorique en 2018. Et c'est la période où j'ai été le plus hospitalisée. J'ai même fait une période très très longue de mélancolie. Donc la mélancolie, c'est le stade ultime de la dépression, si vous voulez. J'ai été hospitalisée sous contrainte. J'ai vécu énormément de choses extrêmement dures dans cette période-là. Et puis en 2022, j'ai eu l'occasion de rencontrer une paire aidante complètement par hasard, qui faisait un audit dans le service où j'étais. Et là, ça a changé, parce que ce que j'avais acquis intellectuellement sur la paire aidance, je savais ce que c'était que la paire aidance, je connaissais le concept de rétablissement, là, j'en avais un exemple concret pour la première fois. Et ça a déclenché quelque chose chez moi, et aujourd'hui, je peux être là parce que quelque chose a pu s'enclencher. J'avais préparé le terrain, et cette rencontre-là m'a donné la force de commencer à marcher sur ce terrain-là. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter qu'est-ce qui a dénoué, quelle a été cette rencontre? Alors, c'est une personne que j'aime vraiment beaucoup. C'est l'une des personnes les plus chères à mon cœur. Maintenant, j'ai la grande chance de pouvoir travailler avec elle. En fait, j'étais hospitalisée dans un hôpital de jour qui est rattaché à une association qui a une vingtaine de structures de soins dans Paris, de tout type. Il y a un SAMSA, il y a un service emploi accompagné, il y a différents hôpitaux de jour. Et moi, j'étais dans un de ces hôpitaux de jour. Et l'association a décidé d'aller chercher du côté de la paire aidance. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui manquait. Du coup, ils ont missionné une paire aidante professionnelle pour créer quelque chose autour de la paire aidance dans l'association. Et donc, elle est passée dans différentes structures pour voir ce qui s'y passait déjà et ce qu'on pouvait imaginer. Et elle est passée dans celle où j'étais, un jour où j'y étais, et on a commencé à discuter. Et moi, forcément, j'étais là, c'était une structure qu'on appelle une structure de réhabilitation psychosociale. L'idée, c'est de réinsérer la personne en se concentrant sur son projet. Et moi, j'étais arrivée en disant, mon projet, théoriquement, c'est la paire aidance, mais je vais quand même pas très bien, donc c'est un peu paradoxal.
Et j'en ai parlé avec cette personne parce que c'était la première fois que je rencontrais une père aidante en chair et en os. J'avais déjà discuté sur Internet, mais c'était pas la même chose que d'en discuter avec une personne que je pouvais toucher. Et on a échangé pendant un certain temps, et à un moment donné, elle m'a regardée et elle m'a dit « Mais tu sais, plus je te regarde, et moins j'ai de doutes. » J'étais là, moins vous avez de doutes sur quoi ? Je n'ai aucun doute sur le fait que tu seras une excellente père aidante. Et ce qui est important là-dedans, c'est le verbe. Parce qu'on avait toujours utilisé le conditionnel avec moi. Et elle a utilisé le futur, et ça a été la première. Et là, ça a déclenché quelque chose. Je me suis dit, elle l'a fait. Il n'y a pas de raison que moi, j'y arrive pas non plus, en fait. Et on s'est rapprochés, et maintenant, on est collègues, donc c'est chouette. Merci pour ce témoignage vraiment d'espoir et qui donne envie aussi de pousser des portes. Peut-être avant de conclure et de passer aux questions que vous pouvez poser, je vous invite vraiment, n'hésitez pas à rédiger des questions si vous en avez. Comme ça, tout à l'heure, on pourra les prendre. On a beaucoup évoqué l'hospitalité. Peut-être est-ce que... j'aurais aimé que vous reveniez aussi, Caroline, on ne vous a pas beaucoup entendu sur cet espace d'hospitalité. Vous avez beaucoup travaillé à ça et aujourd'hui aussi, vous prenez le temps de vous asseoir avec beaucoup de jeunes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les conditions de cet espace d'hospitalité ? D'abord, j'aime énormément tout ce qui se dit. Quand vous parlez, Ludivine, de l'emploi du futur, je pense qu'une des choses qui a été tellement importante pour moi aussi, c'est de voir des patientes, là où j'étais au Canada, qui devenaient père aidantes. Le terme n'existait pas, et même au Canada, à l'époque, c'était en 2002-2003. C'était pas un concept, mais ma thérapeute avait eu cette audace de mettre d'anciennes patientes pour aider ceux qui arrivaient. Et donc, ce serait quand tu seras, when you will be. C'était pas quand, si tu, ou bien... Parce que moi aussi, j'avais pas eu d'exemple de personnes. On m'avait dit qu'il y aurait un lit en Pointillé à l'hôpital pour moi toute ma vie, que ça allait se chronifier. Alors c'est vrai que quand on a cette image-là, c'est vraiment extrêmement difficile de croire autre chose. Voilà, c'était pour revenir, et ce que vous dites aussi par rapport à l'hospitalité, par rapport au temps, apprendre avec les gens, est-ce qu'on a le temps ? En effet, je m'assieds avec beaucoup de jeunes. La père aidance n'existait pas quand j'ai commencé mes études de psychologie, malheureusement. Donc dans mon bureau, je suis psychologue dans un service comme celui dans lequel travaille Philippe Marc. Mais je ne me considère pas comme leur psychologue. Je me dis, j'ai la chance d'accueillir des jeunes qui sont en questionnement, qui se cherchent comme moi à leur âge, en fait, parce qu'ils ont l'âge que j'avais quand moi j'ai commencé à me perdre. Et je cherche avec eux la manière dont ils vont pouvoir se rencontrer d'une autre manière, dans quel contexte ils vont pouvoir évoluer, comment ils vont pouvoir oser être eux-mêmes dans un monde quand même qui est de plus en plus complexe. Et j'essaie de leur donner ce temps, mais je suis beaucoup plus humble que je ne l'étais il y a 10 ans parce qu'on se heurte à des difficultés administratives. Enfin, voilà, je travaille au sein d'universités où les contraintes aussi matérielles, techniques sont ce qu'elles sont. On essaye d'ouvrir un maximum avec mes collègues. Vous disiez qu'on n'était pas face à des cerveaux, et c'est vrai que j'essaye aussi de me trouver face à des corps. Quelque chose qui m'a, moi, énormément aidée, c'est qu'il n'était pas que question de l'esprit, il était question de massage, de marcher le long de l'océan, de territoire, de se réapproprier tout un lieu. C'est vrai qu'à l'hôpital, on peut mettre 2-3 photos au mur, mais on ne peut pas en faire un lieu qui soit incarné par sa sensibilité propre. Et moi, ce que j'ai vécu, c'était de pouvoir faire ça. Et donc, j'essaye d'ouvrir ces pistes aux jeunes avec lesquels je travaille, voilà, en n'oubliant jamais à quel point, quand on pousse cette porte et qu'on s'assied dans ce fauteuil, on est dans une grande vulnérabilité, et d'essayer de respecter ça au mieux, voilà, à ma petite échelle. Un grand merci. Alors pour cette première question, on va aussi aborder un angle qui est important, qui est majeur, mais qu'on n'a pas encore pris le temps d'approcher. Je vous l'énonce. On dit de temps en temps que le spirituel peut aider des personnes atteintes de troubles psychiques. Qu'en pensez-vous ? Peut-être Ludivine, vous avez des choses à dire ? Vous avez 3h30, ça va ? On va prendre quelques minutes par question pour essayer de... C'est une question qui, en vrai, est extrêmement, extrêmement complexe.
l'être humain n'est pas une juxtaposition de dimensions, où il y aurait d'un côté le physique, d'un côté le psychologique, d'un côté le spirituel. Tout ça, c'est en interaction. Donc le fait est que le spirituel va avoir une influence sur le psychologique, mais le psychologique va aussi avoir une influence sur le spirituel. Il y a certaines personnes qui vont s'emparer du domaine spirituel pour répondre à des besoins qu'on pourrait combler de manière plus saine. C'est-à-dire que, non pas que la spiritualité soit quelque chose de malsain, c'est absolument pas ce que je suis en train de dire. La spiritualité peut être ce qu'on appelle une stratégie de coping, donc c'est une manière de faire face, si vous voulez, mais qui peut dégénérer pour certaines personnes. Et pour certaines personnes, ça va être un outil qui est extrêmement utile. Tellement utile, enfin, pour ma part, je suis catholique pratiquante, je sais que ce qui est essentiel dans mon équilibre quotidien, c'est l'eau de vêpres oraison tous les jours. Si je n'ai pas l'eau de vêpres oraison tous les jours, je sais que je pars en vrille. Mais j'ai jamais été accompagnée là-dessus, ni par les soignants, et dans le domaine de l'Église, on est assez mal accompagné aussi parce qu'il y a une espèce de confusion totale entre le psychologique et le spirituel. En disant, t'es en souffrance psychologique, bah, c'est que en fait, le problème, il est spirituel et que si tu te convertis vraiment, eh ben, tu vas aller mieux. Alors, c'est vrai que ça peut avoir eu un impact, mais limiter le psychologique au spirituel, c'est vraiment passer à côté d'une dimension essentielle de l'être humain. Moi, je suis extrêmement frappée, c'est bête, hein, mais vous regardez les méditations du chemin de croix, ça commence où? Ça commence pas à Gethsémani. Et pourtant, Gethsémani, c'est le Christ qui est en souffrance psychique. Et on ne fait pas commencer la méditation de la souffrance du Christ par la souffrance psychique. Au niveau anthropologique, c'est extrêmement révélateur. C'est extrêmement révélateur. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser de la part de l'Église, de la part des soignants aussi. C'est une dimension de la vie de la personne. On ne peut pas l'exclure de l'accompagnement de la personne. C'est juste pas possible. Mais il faut vraiment repenser ça. Je ne sais pas comment, je fais juste le constat qu'il faut repenser cet accompagnement. Vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, j'ai une petite anecdote par rapport au spirituel pour montrer que le délire n'est pas toujours noir ou blanc. J'ai un ami qui travaille dans un service de défense sociale, on dit en Belgique, c'est-à-dire au lieu d'être en prison, il est dans un service d'accompagnement psychiatrique. Et donc, mon ami est psychologue là-bas. Et un jour, un de ses patients arrive et lui dit, tu sais, Jérôme, j'ai enfin compris ce qui se passe maintenant, je sais que je suis le fils de Dieu. Et mon ami qui est psychologue lui dit, ah ok, explique-moi un peu, assieds-toi. Donc voilà, ils discutent un petit peu. Ok. Et puis, le patient sort de son bureau et rencontre l'aumônier de la prison, de l'hôpital de défense sociale. Il dit « Ah, mon père, que nous sommes tous fils de Dieu !» Et le père répond « Mais bien entendu, mon fils !» Par contre, je pense que ça peut être un peu plus sérieux, que le spirituel peut être un chemin vraiment d'ouverture, mais qui peut être aussi délétère. Moi, dans ma terreur du monde, dans l'anorexie, si je ne devenais pas pur esprit, j'allais passer à côté d'une rédemption où il a fallu que je puisse retourner beaucoup de choses à ce niveau-là pour que ce soit porteur au lieu d'être destructeur, simplement. Ouais, moi, j'ai un petit mot là-dessus. Il y a un beau texte de Derrida qui s'appelle « Adieu ». D'ailleurs, il parle de l'hospitalité beaucoup. Et il parle d'un mot qui, à mon avis, est hyper important, c'est ce que vous avez dit toutes les deux, c'est la question de la pervertibilité. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais par avance comment ça peut tourner. Et souvent, moi, j'ai eu les histoires, par exemple, par rapport aux guérisseurs, c'est-à-dire des personnes, en général, qui avaient des attaches en Afrique ou autre, et où la famille, comme hypothèse, il y avait, il est possédé par les genoux, etc., etc. Et alors, pervertibilité, Derrida, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'il faut essayer, si ça prend sens pour la personne, si... après, il faut savoir dans quel moment on est. C'est-à-dire que si la personne est déjà dans un délire complètement mystique, bon, on fera peut-être un peu attention. Mais si ça lui permet de se relier à ses proches, et puis que c'est... Voilà, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va faire vraiment soin pour la personne par avance.
C'est ça qui compte. Donc, ça peut être ça, mais c'est comme les médicaments. Il y a des fois, un médicament, ça peut être toxique, ou ça peut être curatif, ça dépend. Donc, voilà, faut être assez humble par rapport à ça. Et... Savoir repérer les différents moments en particulier. Ouais, et puis, il n'y a jamais une réponse univoque, quoi. Une question qui est revenue à plusieurs reprises. Que faire lorsqu'il y a un déni profond et quand ce déni empêche toute forme de prise en charge ou d'accompagnement? Comment faire accepter, par exemple, la maladie psychique par le malade lui-même? Ça, c'est la question à 1000 balles. Hein. Non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le déni, c'est une protection. Si on n'a pas pigé ça, on s'affronte au déni comme si on s'affrontait à quelque chose de rationnel. En fait, le déni, c'est une modalité de survie de la personne et de son monde. Et il faut y aller tout doucement, parce que si la personne, elle va très mal et que le déni se lève, elle peut se tuer. Vraiment. Par exemple, des gens qui sont pris dans des grands délires et qui ont l'impression de je sais pas quoi, si vous leur dites bah non, c'est pas vrai, etc., vous êtes dans le déni. Il y a des fois, ça peut être très destructeur. Il y a des fois, là aussi, perversivité. Il y a des fois, ça peut être. Et des fois, moi, je me foutais en rogne par rapport à certaines patients. Ah, ça suffit, hein. Bon. Et puis, ça permet de faire ouverture. Hein. Des fois, accueillir l'autre, c'est de lui dire là, vous m'emmerdez. Bon. Mais du coup, quand on peut, le déni, quand on peut pas l'aborder de front, à mon avis, faut pas trop l'aborder de front, il faut l'aborder de manière latérale. Par exemple, quand il y a des personnes qui sont en grande décompensation, histoire vécue 15 000 fois, qui ne veulent plus venir dans tel lieu de soins, etc., mais par contre, qu'elles ont le contact avec tel soignant parce qu'ils partagent une passion commune, bon, bah alors, ils vont essayer, le soignant en question va essayer de parler de sa passion, de je sais pas quoi, de la pêche ou des jeux vidéo, et pour renouer le contact. Et on va pas parler tellement de soins, mais on va essayer de reprendre de la relation, de réinscrire de la relation. Et cette relation-là, on va se dire qu'au fur et à mesure du temps, il y a quelque chose qui va s'assouplir du côté de l'autre, que peut-être après il va accepter de prendre un traitement, que peut-être que bon, etc. Puis il y a des fois, la personne va rentrer en crise, mais il faut, à mon avis, enfin il faut, je vais pas faire la morale. Hein. Il y a des fois une crise vraiment importante, c'est pas forcément un échec. Ça peut être aussi un moment où va se construire autre chose. Par exemple, moi j'avais des personnes, là, quand vous avez dit là, le syndrome de la porte tournante. Alors ça c'est une saloperie, parce que la porte tournante c'est quand même les hôpitaux qui virent les gens très vite, et puis après, bon, bref. Il y a des fois, il y a des gens, on faisait sortir de l'hôpital, etc., et on savait qu'il y avait tout un tas de trucs qu'on n'avait pas travaillé avec eux, mais on se disait, on va travailler pour la prochaine hospitalisation. C'est-à-dire, peut-être que la personne reviendra, et peut-être qu'il y aura ça. Et du coup, tout l'enjeu, c'était, dans ce temps intermédiaire, de travailler à ce qu'il puisse y avoir du soin autrement. Peut-être qu'on n'avait pas réussi, que la personne est encore dans le déni, mais peut-être qu'avec toutes ces petites choses latérales, par exemple, prendre le café avec un tel, faire telle activité, avoir des lieux. En fait, c'est quoi le boulot des soins? C'est créer de la vie. L'existant, il a besoin de vie, en fait. Donc, la vie, c'est être dans le contact, quoi. C'est être partager un café, partager je sais pas quoi. Enfin voilà, ces dispositifs de soins devraient être des dispositifs de vie, en fait. Et pas lieu de vie dans le sens administratif du terme. Mais en fait, chaque lieu de soins devrait être un lieu de vie où il se passe quelque chose, voilà, il se passe des trucs. Et ça permet d'affronter le déni de manière latérale et de changer le rapport de la personne. En fait, le déni, c'est quoi? C'est une grande méfiance, c'est où la confiance en l'autre et dans le monde, elle a été rompue. Et donc, on ne refait pas de la confiance en disant « Monsieur, madame, soyez en confiance ». Là, il y a de quoi être un peu parano. Du coup, voilà, latéral. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mon truc. Ce n'est pas une réponse d'expert. Hein. Réponse de vie.
Vous parliez de la confiance et il y a une question qui porte sur justement ces lieux où on peut renouer cette confiance. Est évoquée une approche canadienne avec une hospitalité particulière. Des lieux comme ceux-là existent-ils en France ? Mais c'est souvent embêtant si j'ai partagé ça par rapport au Canada, d'avoir des personnes qui m'ont demandé si ce lieu existait toujours, si on pouvait s'y rendre, etc. En fait, c'était un lieu d'une immense fragilité institutionnelle parce que c'est une maman qui avait pu aider sa fille, qui a fait des études de psychologie, qui s'est associée avec d'autres. Et ça s'est mis comme ça en place. C'était pas du tout des experts pour le coup. Et donc, ce lieu n'existe plus. Il n'a pas survécu. Je crois qu'il y a quand même eu 30 ans où il a existé. Par contre, ce que je remarque quand même, c'est que parfois une personne ressource autour de laquelle on tisse différentes approches, comme vous disiez tout à l'heure, que l'approche doit être un peu multiple, qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir un psychologue avec qui on parle 1 heure par semaine, que peut-être une approche plus psychocorporelle, puis d'aller marcher avec quelqu'un d'autre, avec même quelqu'un de sa famille, qu'il y ait comme ça un filet de sécurité qui se tisse autour de la personne. Je pense qu'il faut par contre que quelqu'un centralise. Si ça se fait au petit bonheur la chance, ça ne tient pas. Mais de pouvoir créer ce lieu de vie à partir de ce que vit la personne, je pense que ça peut amener aussi ce filet de sécurité qui peut permettre de reprendre pied. Mais je n'en connais pas, mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'existent pas ou qu'ils ne sont pas à créer.